Alors que je travaillais le jour de mon anniversaire, mon père m'a écrit pour m'annoncer qu'ils avaient vendu ma voiture et que je devais payer l'école de commerce de mon frère. Quand il m'a dit que j'étais mort à ses yeux, j'ai fait mes valises et je suis parti. Mais cette nuit-là, j'ai laissé quelque chose derrière moi, et le lendemain matin, toute la famille était en pleine crise. Hier, c'était mon anniversaire et je l'ai passé à travailler, comme presque tout dans ma vie depuis que je vis sous le toit de mon père. Dans ma famille, ils ont toujours eu cette mentalité du on n'a rien sans rien. Mon père répète depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, si tu veux quelque chose, travaille pour l'obtenir, alors il ne m'est même pas venu à l'esprit de demander un jour de congé. Ça m'agaçait quand même, car j'espérais au moins rentrer à la maison, commander une pizza, m'affaler sur le lit et déconnecter un moment. Je suis sorti du travail vers 19h. Je marchais vers l'arrêt de bus en regardant mon téléphone quand j'ai vu une série de messages de mon père. Ce n'était pas rare, il écrit toujours pour des choses absurdes, les poubelles à sortir, le wifi qui rame, si quelqu'un a bougé quelque chose, mais cette fois, c'était de longs messages, et le premier m'a glacé. Nous avons vendu ta voiture. La famille passe avant tout. Estime-toi heureux qu'on te laisse vivre ici. Je me suis arrêté net sur le parking, comme si on m'avait poussé. J'ai cru que c'était une blague, mon père a ce genre d'humour cruel, comme si tout était un jeu de pouvoir. Mais il n'y avait pas d'autre message, tous avaient un ton étrangement formel, comme s'ils dictaient une sentence, ah, et ton frère Julien entre en école de commerce. Tu vas couvrir son premier semestre. 5 000 € cette semaine. Ma voiture n'avait rien de spécial, une Clio d'occasion, ni neuve ni luxueuse. C'était une opportunité que j'avais saisie après avoir économisé pendant des années. C'est moi qui l'ai payée, je me suis occupé de l'immatriculation, de l'assurance, de tout. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est mettre la carte grise à mon nom. Mon père avait insisté pour que la voiture reste à son nom car l'assurance coûtait moins cher. Sur le moment, ça m'a paru pratique, je voulais juste ne plus dépendre des bus ou de Blablacar, arriver à l'heure au travail, sentir qu'enfin j'avais quelque chose à moi. J'aurais dû savoir que cela allait se transformer en arme. Je lui ai répondu par quelques mots, ça n'arrivera pas. Et il a répondu comme s'il attendait cette réponse depuis le début, alors fais tes affaires. Tu es mort pour moi. Je suis rentré à pied parce que, bien sûr, je n'avais plus de voiture. J'ai mis presque 1 heure. Il commençait déjà à faire nuit. J'ai fait tout le trajet avec la même question qui me martelait la tête, est-ce que c'est réel? Quand je suis entré, l'ambiance était bizarre. Ma mère, Sylvie, était dans la cuisine en train de faire la vaisselle sans me regarder, comme un automate. Elle ne semblait pas surprise, elle semblait résignée. Mon père, Alain, était dans le salon avec la télévision à fond, mais il ne regardait même pas, il était juste assis, raide, comme si le bruit l'aidait à se sentir plus fort. Mon frère Julien n'était pas là. Je suis resté planté dans le couloir et j'ai demandé directement, « Tu as vraiment vendu ma voiture ?» Mon père ne m'a même pas regardé, la famille passe avant tout. Tu as l'âge de contribuer, alors tu vas contribuer. Ça se passe toujours comme ça avec lui, si je remets quelque chose en question, il transforme tout en un nous contre toi, et le pire, c'est que ça marche. Julien a toujours été l'enfant en or, celui qui ne discute pas, celui qui obéit, celui qui a un avenir. Moi, je suis le problème, je suis celui qui pose des questions. Ma mère a fini par parler, mais pas pour me défendre, tu sais que ton frère a besoin de ça. Lui, il a un vrai avenir. Ne sois pas égoïste. Ça m'a donné un coup dans l'estomac. Parce que s'il y a quelqu'un qui a apporté cette maison, c'est bien moi. C'est moi qui répare les choses, c'est moi qui configure les téléphones, c'est moi qui paie les factures quand mon père oublie, c'est moi qui fais les courses, c'est moi qui reste éveillé pour réparer la box internet quand il veut inviter des amis à regarder un match de foot. Mais rien de tout cela ne compte, ça ne compte que si je fais exactement ce qu'il veut, quand il le veut. Je suis allé dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes affaires, parce que je connais déjà ce schéma. La dernière fois que je l'ai contredit, c'était à cause de mon ordinateur portable. Je l'ai prêté à Julien pendant un semestre et il l'a complètement abîmé. J'ai demandé qu'on me le remplace, et qu'est-ce que j'ai reçu? Des semaines de silence, des commentaires indirects, des regards et des attaques par l'intermédiaire d'autres personnes, jamais en face, toujours comme du poison. Je n'ai pas tant de choses que ça, des vêtements, quelques appareils électroniques, de vieilles affaires de lycée.
J'ai mis tout ce que j'ai pu dans 2 sacs de sport et un sac à dos. Pendant que je faisais mes valises, j'ai entendu mon père au téléphone, sûrement avec mon oncle Didier. Il vit à quelques rues de là et apparaît toujours quand mon père a besoin de renfort. Je l'ai entendu dire quelque chose comme « Il fait un drame, il se prend pour je ne sais qui, mais il ne s'en tirera pas comme ça ». J'ai appelé mon ami Romain et je lui ai demandé si je pouvais rester quelques jours. Il a semblé confus, mais n'a pas hésité, « Oui, bien sûr, viens ». J'étais tellement en colère que je n'ai même pas bien réfléchi à ce que je laissais derrière moi. Je voulais juste sortir. Ma mère était dans le couloir, pleurant en silence, sans rien me dire, pas même un « je suis désolé », ni un « ne fais pas ça », rien. Alors que je me dirigeais déjà vers la porte avec mes sacs, mon père s'est enfin levé et s'est planté devant moi, bloquant la sortie. « Si tu franchis cette porte, tu ne reviens pas, et tu devrais me remercier de t'avoir laissé rester si longtemps. » Je ne l'ai même pas écouté jusqu'au bout, je voulais juste passer. Il m'a poussé. Ce n'était pas un geste violent, mais c'était suffisant pour me sentir humilié. Je l'ai repoussé, et il m'a regardé comme si j'étais un animal errant. Je n'ai pas discuté davantage, je l'ai simplement contourné et je suis parti. J'ai marché jusqu'à la maison de Romain le cœur battant à tout rompre, et en chemin, une idée a commencé à prendre forme. Mon père se prend pour le chef, il se prend pour l'homme aux commandes, mais la vérité est tout autre, il ne peut pas faire tourner cette maison sans moi. Il parle fort, mais il ne sait pas payer une facture en ligne, il ne comprend pas les services de banque en ligne, il ne sait pas gérer les comptes, ni les applications, ni les mots de passe. Son petit commerce de vente de meubles et d'appareils d'occasion sur le Bon Coin existe parce que j'ai tout configuré pour lui, je lui faisais sa comptabilité, je tenais les registres. Il me traite comme un parasite, mais j'étais le ciment de tout. Et si j'étais mort pour lui, alors il pouvait vivre sans moi. Cette nuit-là, déjà affalé sur le canapé-lit de Romain, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je n'ai rien fait d'illégal, je n'ai rien volé, je me suis juste déchargé de tout ce que je soutenais. J'ai changé mes mots de passe, je me suis retiré de tous les comptes partagés, j'ai supprimé mes informations des paiements automatiques, j'ai fermé ma partie des profils qu'il utilisait, j'ai résilié les services qui étaient à mon nom, eau, électricité, abonnement internet et mobile. Tout ce que je payais et gérais. J'ai même désinstallé l'application bancaire du téléphone de mon père à distance, car il ne l'avait que parce que je l'avais installée et que je la gérais. Je n'ai pas touché à l'argent qui n'était pas le mien, j'ai seulement retiré ce qui m'appartenait et j'ai laissé le reste intact. Mais maintenant, sans moi, plus rien ne fonctionnait. Avant de dormir, j'ai envoyé un message à ma tante Martine. Je ne lui ai pas tout expliqué, je lui ai juste dit, je ne suis plus à la maison. Demande à ton frère. Elle a appelé mon père presque immédiatement. Je l'ai entendu crier au téléphone. Je suis resté à fixer le plafond avec mon portable à la main, me demandant si je devais raconter à quelqu'un ce qui se passait, ou simplement laisser le chaos mijoter tout seul. Au fond, j'ai toujours su que mon père détestait que je ne sois pas comme lui. Il voulait un fils qui obéisse, qui baisse la tête, qui ne remette rien en question. Julien était ça. Moi non, je posais des questions, j'exigeais, je fixais des limites, et c'est pour ça que j'étais le problème. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai passé mon temps à vérifier mon téléphone, attendant la prochaine attaque. Mais elle n'est pas venue, parce que j'avais laissé une dernière chose dans ma chambre, quelque chose de petit, mais avec assez de poids pour déclencher un incendie. Ce n'était pas illégal, ce n'était pas une menace, mais c'était définitif. Je savais que tôt ou tard ils allaient le trouver, et quand ce serait le cas, l'importance de tout ce que j'avais soutenu pendant des années se remarquerait d'un coup. Première mise à jour. J'écris de nouveau parce que, honnêtement, si je pensais que c'était déjà un désastre, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. J'ai très mal dormi chez Romain. Son canapé-lit est fait de 2 cm de mousse sur des lattes, et son chat m'a marché sur la tête à 3 heures du matin. Mais en vérité, je m'en fichais, j'étais beaucoup trop bouleversé. Mon téléphone vibrait sans arrêt, la conversation de groupe familial explosait, des notifications avec le nom de ma tante Martine apparaissaient encore et encore. Je les ai ignorées. J'attendais le moment où il remarquerait vraiment ce que j'avais fait. La première chose bizarre a été de voir ma cousine publier dans le groupe familial Facebook, demandant si quelqu'un pouvait aider sa mère à se connecter au Wi-Fi. Ce n'était pas grave, mais c'était absurde, parce que normalement, c'est moi qui réglais ça. C'était toujours moi.
J'ai configuré Internet chez moi, mais aussi chez ma tante Martine et mon oncle Didier. J'y allais, je redémarrais les box, je réparais les imprimantes, je configurais les plateformes, j'aidais les petits cousins. Maintenant on m'identifiait, quelqu'un peut prévenir Mathieu de venir? Je n'ai pas répondu, et pendant une seconde ça m'a fait rire, jusqu'à ce que ça cesse d'être drôle. À midi, ma mère m'a appelé. J'ai mis l'appel en sourdine. Ensuite, Julien m'a écrit, « Papa est incontrôlable parce que l'argent n'est pas là où il est censé être. » Il n'a pas donné d'explication, ce n'était pas la peine. Mon père ne sait pas gérer la banque en ligne et refuse d'apprendre. Il me faisait toujours payer les factures, faire les virements, programmer les prélèvements automatiques. Il disait que c'était parce qu'il était de la vieille école. Mensonge, c'était de la paresse. La nuit dernière, je m'étais retiré de tous les comptes auxquels j'étais lié, j'avais résilié tout ce qui était à mon nom, et maintenant il ne pouvait plus se connecter, il ne pouvait pas payer, il ne pouvait rien faire. Même Netflix ne fonctionnait plus. C'est moi qui le payais et Julien avait partagé le mot de passe avec la moitié de la famille. Maintenant, plus personne ne pouvait rien regarder. J'ai aussi commencé à recevoir des messages d'acheteurs sur le Bon Coin, me posant des questions sur de vieilles enceintes. Mon père utilisait mon numéro depuis des années parce qu'il n'aime pas parler à des inconnus. Maintenant, soudainement, j'avais des gens qui m'écrivaient pour des meubles et des appareils électroniques. Je leur ai répondu calmement, ce n'est pas mon numéro, contactez le propriétaire. Je savais que mon père allait détester ça, mais c'était le but. De plus, j'avais accès au tableur qu'il utilisait pour son commerce, contact, horaire de ramassage, inventaire, paiement. Je n'ai rien effacé, j'ai juste retiré mon accès et laissé le système sans administrateur. Alors maintenant, il ne savait même pas qui allait venir à la maison, ceux qui étaient déjà payés ou ceux qui ne l'étaient pas. L'après-midi, Julien n'arrêtait pas de m'écrire. D'abord furieux, puis suppliant. Il disait que mon père le blâmait parce que le paiement de l'école était imminent. Mais ce paiement n'a jamais été ma responsabilité, ce n'était qu'un autre ordre de mon père. Et le plus ridicule, Julien a fini par admettre quelque chose qui m'a glacé. Il ne voulait même pas aller dans cette école cette année, mon père avait simplement décidé que c'était la bonne chose à faire et l'avait inscrit sans lui demander. J'ai dit à Julien de parler à papa, que je n'allais pas payer pour sa vie. Ensuite, ma tante Martine m'a appelé. J'ai décroché, parce qu'avec elle, c'est comme ça, si tu ne réponds pas, elle débarque. Elle m'a parlé avec fureur, ton père dit que tu as volé la famille, que tu sabotes tout, que tu es un ingrat. Je lui ai dit de demander combien de contrats étaient à mon nom, combien de factures j'avais payées, combien de fois j'avais réparé leur box à minuit quand mon père voulait bien paraître devant ses amis. Elle m'a raccroché au nez. Ce soir-là, Romain et moi sommes sortis chercher un kebab et nous sommes passés près de chez moi. Dans l'allée, il y avait la camionnette de mon oncle Didier, et ce n'est jamais bon signe. Didier a toujours été le renfort de mon père. Je les ai vus dehors en train de se disputer. Ma mère était sous le porche, les bras croisés, regardant son téléphone. Elle ne pleurait pas, il ne lui restait probablement plus de larmes. Plus tard, j'ai commencé à recevoir des messages privés de cousins me demandant ce qui s'était passé, pourquoi j'étais parti, pourquoi tout le monde était si en colère. J'ai répondu de manière vague, il y a eu une dispute. Ils ont vendu ma voiture. Je suis parti. Certains m'ont cru, d'autres non. Ma tante Martine a publié dans la conversation familiale que je m'étais éloigné des valeurs de la famille. J'ai mis la conversation en sourdine, ça m'était égal. Puis Julien m'a de nouveau écrit. Il s'avère qu'il était bloqué hors de son compte étudiant. Mon père n'avait jamais noté les identifiants de connexion, et comme c'est moi qui l'avais configuré, ils avaient maintenant besoin de moi. Je ne l'ai pas aidé. Je lui ai envoyé le numéro du service client de l'école et je lui ai dit, bonne chance. Il m'a traité d'idiot, mais je savais la vérité, il n'était pas en colère contre moi, il était en colère contre mon père. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une avalanche de messages. Mon père essayait de me manipuler, que l'électricité était en retard, que l'eau allait être coupée, que Julien ne pouvait pas s'inscrire au cours, que ma grand-mère allait intervenir, comme si ça servait à quelque chose. Il m'a écrit, tu dois rentrer à la maison et tout arranger, sinon. Je n'ai pas répondu. La mère de Romain m'a vu avec mes sacs dans un coin et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai raconté la version courte. Elle a juste secoué la tête et a dit, les familles sont parfois compliquées.
Elle m'a servi une assiette et m'a dit que je pouvais rester le temps dont j'avais besoin. Je ne me suis pas senti coupable, pas le moins du monde. Je n'ai pas volé, je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de soutenir ce pourquoi personne n'était reconnaissant. S'il voulait me traiter comme un employé non rémunéré, maintenant il pouvait vivre sans le service. Ce matin-là, un voisin m'a aussi écrit, un monsieur âgé qui promène toujours son chien. Il m'a dit, j'ai vu ton père dehors, il avait l'air mal. On a entendu des cris. J'espère que tu vas bien, mon garçon. Je n'ai pas répondu, mais j'ai gardé le message. J'attendais toujours qu'ils trouvent ce que j'avais laissé dans ma chambre. Quand ce serait le cas, ils allaient détester ça, et je voulais qu'ils sachent exactement qui avait créé ce désastre. Deuxième mise à jour. Je ne m'attendais pas à écrire si tôt, mais tout a dégénéré plus vite que je ne l'imaginais. Cela fait quelques jours que je suis parti. Je croyais que j'allais recevoir quelques insultes par message et puis le silence, mais non. Cela s'est transformé en appel d'urgence, en conversation de groupe qui explose et en chantages affectifs de tous les côtés. Romain est entré dans le salon avec mon téléphone à la main, « Mec, réponds. Maintenant ils nous écrivent à toi et à moi sur Messenger. » J'ai vérifié et j'avais des appels manqués de mon père, 2 de ma tante Martine et 1 de mon oncle Didier. Je n'ai répondu à presque aucun d'entre eux. Finalement, j'ai répondu à l'un de ceux de ma mère, en pensant que peut-être, pour une fois, elle parlerait comme une personne normale. Erreur. Elle a commencé immédiatement avec son discours, « Pourquoi tu nous fais ça ? L'avenir de ton frère est en jeu. Tu es en train de détruire la famille. » Je lui ai dit sans élever la voix, « Papa a vendu ma voiture, il m'a dit que j'étais mort pour lui, alors je suis parti. » Elle m'a raccroché au nez. J'ai entendu le claquement d'une porte en fond. Ensuite, Julien m'a écrit. Ça, c'était vraiment bizarre, parce qu'il ne me parle presque jamais directement, papa est hors de lui. Il me rejette la faute. Il dit que je dois régler le problème de l'école où il va me mettre à la porte. Je lui ai demandé quelque chose que je ne lui avais jamais demandé, tu voulais y aller, toi ? Il a mis 1 minute à répondre. Pas vraiment, mais papa dit que c'est un investissement. Je lui ai répondu, tu n'es pas un investissement, tu es une personne. Il n'a plus répondu. À midi, j'ai reçu un message privé d'une amie de la famille, le genre de personne que l'on ne voit qu'au repas de famille et au barbecue. Elle m'a dit que mon père appelait tout le monde pour demander de l'aide, parce qu'il ne pouvait pas payer l'eau et ne pouvait pas accéder à ses comptes. Je lui ai répondu, j'ai déménagé. C'est lui qui gère. Et plus tard, j'ai vu que mon père avait publié un énorme texte en mode public sur Facebook, parlant des jeunes d'aujourd'hui, du respect, du sacrifice, du fait que les gens ne savent plus faire passer la famille en premier. Il a identifié ma tante Martine et mon oncle Didier, ils ont commenté comme de bons petits soldats, nous sommes avec toi. La famille, c'est la famille. Ce qui est juste est juste. Mais ensuite, ma cousine Camille a laissé un commentaire, et qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture de Mathieu ? Et soudain, le silence. Personne ne voulait répondre à cette question. Vers 16 h, Romain et moi regardions des vidéos quand nous avons entendu une voiture se garer dehors. C'était mon oncle Didier. Il est monté, a frappé à la porte et est resté planté là, comme s'il était le propriétaire des lieux. Romain a ouvert. Mathieu est là, il faut qu'on parle. Je suis sorti. Didier n'a même pas dit bonjour, il est passé directement à l'attaque, tu dois arranger ça. Ton père ne peut pas payer les factures. Ton frère a des ennuis. Nous essayons tous d'aider, et tu te montres égoïste. Je lui ai dit que je n'étais pas responsable des erreurs de mon père, qu'il ne m'avait jamais traité comme un membre de la famille sauf pour demander du travail, de l'argent ou des solutions, que c'était fini. Didier est devenu furieux, a fait un pas et m'a poussé. Romain s'est interposé, et, calmez-vous. Didier m'a regardé avec mépris, tu es comme ton père, tu causes toujours des problèmes. Je l'ai fixé du regard, vous devriez peut-être regarder comment vous traitez les gens quand ils ne font pas ce que vous voulez. Didier a rougi, a marmonné quelque chose sur les enfants ingrats et est parti en claquant la grille. À partir de là, mon téléphone est devenu une poubelle. Des numéros inconnus ont commencé à m'écrire, j'ai supposé que mon père donnait mon contact à n'importe qui. L'un d'eux était ma tante Nathalie, une femme avec qui je ne parle presque pas. Elle m'a demandé s'il était vrai que j'avais volé. Je lui ai envoyé une capture d'écran de la carte grise de la voiture avec le nom de mon père,
et les reçus de paiement des factures que j'avais couvertes pendant l'année. Elle n'a pas répondu, et puis il s'est passé quelque chose que je n'avais pas vu venir, Julien est apparu chez Romain. Il est arrivé à vélo, en sueur, le visage épuisé. Il est entré, a pris un verre d'eau et est resté assis sans parler pendant une dizaine de minutes. Finalement, il a dit, « Papa dit à tout le monde que tu es un voleur, que tu as ruiné nos vies, et mamie menace de lui couper son prêt. » Je l'ai regardé et lui ai demandé quelque chose que je n'aurais jamais pensé lui demander, « Est-ce que tu vas bien, comme ça ?» Il a secoué la tête, « Je suis fatigué d'être le favori si on va quand même me blâmer pour tout. » Et pour la première fois, j'ai entendu dans sa voix quelque chose qui n'était pas de l'obéissance, c'était de la vraie fatigue. Il a dit qu'il voulait partir, qu'il voulait sortir de cette maison. Je lui ai dit qu'il le pouvait, mais qu'il devait vraiment le vouloir. Il n'a pas su quoi répondre. Nous avons discuté un moment, de choses normales, comme des frères, comme si pour la première fois je ne parlais pas au fils parfait, mais à une personne. Plus tard, j'ai reçu un message de ma mère. Juste elle, pas dans la conversation de groupe. Elle m'a écrit, « Ton père perd le contrôle. Il crie, il frappe sur la table, il menace. J'aurais aimé que tu en parles. Mais je comprends. » Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, j'ai regardé la conversation de groupe, c'était la guerre. Didier et Martine se renvoyaient la faute, Camille disait que ce n'était pas juste, ma grand-mère disait qu'elle avait honte de tous, quelqu'un partageait des captures d'écran des grandes déclarations de mon père où il me traitait de parasite, et puis un cousin a quitté le groupe. Le plus bizarre, c'est que Julien me parlait plus que jamais. Il m'a dit qu'il avait annoncé à mon père qu'il n'allait pas à l'école de commerce si cela signifiait détruire la famille. Mon père a explosé. Une situation tendue a eu lieu, puis il est sorti et a commencé à crier aux voisins au sujet des enfants ingrats. Julien a dit que ma mère avait essayé d'intervenir et que mon père l'avait aussi bousculé. C'est là que ma tante Martine a craqué et a commencé à pleurer, et que Didier a commencé à crier sur mon père, lui disant qu'il était incontrôlable. La famille s'est fracturée. Plus personne ne se parlait. Mon père se ridiculisait devant le quartier, et Julien m'a dit qu'il pensait aller vivre chez un ami si les choses ne se calmaient pas. Je lui ai dit que s'il en avait besoin, il pouvait rester chez Romain. Romain a juste haussé les épaules, oui, pas de problème. Pour la première fois depuis que tout a commencé, j'ai senti que j'avais fait quelque chose de bien, pas seulement pour moi, mais aussi pour lui. Je n'allais pas réparer leur désastre, mais je n'allais pas non plus permettre qu'on fasse de moi le méchant. Et il manquait encore ce que j'avais laissé dans le tiroir de mon bureau, il ne l'avait toujours pas trouvé. Quand ce serait fait, ce serait un tout autre niveau de chaos. Mise à jour finale. C'est arrivé et je ne vais pas mentir, c'est surréaliste d'écrire ça. J'ai toujours pensé que ces histoires de vengeance étaient exagérées, inventées ou n'étaient que des drames d'internet, mais c'est réel, c'est moche et c'est exactement ce dont j'avais besoin qu'il arrive. Ce matin-là, je me suis réveillé chez Romain comme d'habitude. Le chat a essayé de mordre le câble de mon chargeur, un grand classique. J'ai vérifié mon téléphone, rien d'inhabituel au début. Juste quelques messages de ma cousine Camille me demandant si j'allais venir au prochain repas de famille, non, et les textos habituels de mon père essayant de me faire culpabiliser. Je les ai ignorés. Mais ensuite, j'ai reçu une série de messages de ma tante Martine, tout en majuscules, « Bordel, comment as-tu pu faire Cédia? Tu as tout gâché. Tu nous as fait honte. » Là, j'ai su, ils avaient trouvé ce que j'avais laissé. Avant de partir, j'avais préparé un dossier. Tout y était, les reçus de chaque facture que j'avais payée, des captures d'écran de virement, des messages où mon père me disait de mettre les choses à mon nom parce que, comme ça, c'est plus facile, les relevés de prélèvements automatiques. Et une lettre écrite de ma main expliquant exactement quelles choses je gérais, quel argent était le mien et quelles responsabilités avaient toujours été les siennes. J'avais même inclus un résumé de son activité sur le Bon Coin, combien rentrait, combien il dépensait pour ses objets de collection et combien allait réellement à la maison. J'avais laissé ce dossier dans le dernier tiroir de mon bureau, sous de vieux câbles et des déchets électroniques. Je savais que quelqu'un allait le trouver. Ma mère nettoie quand elle est en colère, et je savais que tôt ou tard elle serait furieuse. De la fenêtre de la cuisine de Romain, on voit une partie de la rue, et quand j'ai vu la camionnette de Didier se garer devant chez moi, j'ai su que le spectacle allait commencer. Didier est entré. 5 minutes plus tard, on a entendu des cris, pas des cris normaux, ce genre de cris où personne ne se soucie des voisins.
J'ai aussi entendu la voix de ma tante Martine, et elle pleurait. Je l'ai vue sortir brusquement, faire claquer la porte et s'asseoir sur le perron, la tête entre les mains, en sanglotant. Didier est sorti tout rouge, a frappé sa camionnette avec la main, est rentré à l'intérieur et a continué à crier. Ensuite, mon père est sorti avec son téléphone à la main, faisant les 100 pas comme un animal en cage. Il a commencé à appeler quelqu'un, je l'ai même vu essayer de parler à une voisine pour lui demander si elle m'avait vu, comme si j'étais caché derrière un buisson. La voisine a simplement haussé les épaules et est partie avec son chien. Puis j'ai reçu un message de ma mère. Ça, c'était vraiment bizarre, elle n'écrit presque jamais. Il disait juste, j'ai lu ta lettre. J'aurais aimé que tu me le dises avant. Puis elle a ajouté que mon père était furieux, que Didier menaçait d'arrêter de l'aider s'il ne mettait pas de l'ordre, que Martine pleurait et que mon père était dehors en train de demander de l'aide aux voisins parce que l'électricité avait été coupée et que l'eau était en retard de paiement. Ensuite, Julien m'a appelé, et c'était encore plus étrange parce qu'il n'appelle presque jamais. Il m'a dit, c'est le chaos. Papa blâme tout le monde, Didier veut partir, tante Martine pleure dans la cuisine, un voisin est venu voir ce qui se passait. Puis il a lâché, ton dossier a tout fait exploser, et il l'a dit avec un ton presque soulagé. Après, il m'a écrit, mamie m'a dit qu'ils lui ont envoyé des copies des reçus et qu'elle voulait parler à papa. J'ai failli rire. Je n'ai pas répondu. Le meilleur a été de voir la conversation de groupe, mon père a essayé de se défendre en répétant sa rengaine habituelle, la famille passe avant tout. Mais cette fois, personne ne l'a laissé faire, Camille et plusieurs cousins demandaient des preuves, montre-nous les factures. Où est l'argent? Pourquoi as-tu vendu la voiture? Et au milieu de tout ça, une capture d'écran du certificat de cession de la voiture est apparue avec la signature de mon père, pas la mienne. Là, les gens ont commencé à comprendre. La mère de Romain est entrée et m'a demandé si je voulais qu'elle appelle quelqu'un parce que mon père faisait un scandale dehors. Je lui ai dit que non. Elle m'a dit, il demande aux voisins si quelqu'un peut l'aider à payer la facture d'eau. J'ai simplement secoué la tête. Au beau milieu de tout ça, Julien m'a écrit, je crois que j'en ai fini. Je vais aller vivre chez un ami pendant quelque temps. Tu peux m'y emmener? Je lui ai dit que oui, qu'on se retrouverait au coin de la rue. Romain m'a lancé ses clés et a juste dit, rapporte-moi des frites. C'était le soutien le plus simple et le plus vrai que j'ai reçu depuis des jours. Avant de sortir, ma tante Martine m'a de nouveau appelé. Elle n'a pas crié, elle avait l'air fatiguée, j'aurais aimé que les choses soient différentes. Je lui ai répondu, moi aussi, mais je ne suis pas désolé. Je suis passé devant la maison. Mon père était toujours sur le perron en train de parler avec le voisin qui se plaignait toujours des poubelles de recyclage. Maintenant, c'était mon père qui demandait de l'aide. La camionnette de Didier n'était plus là, la lumière de la cuisine était éteinte. Je ne me suis pas arrêté. Alors oui, c'est tout. Je suis parti, j'ai laissé le dossier, ils l'ont trouvé, et maintenant tout le monde sait. Mon père disait toujours que la famille passait avant tout, mais ce qu'il voulait vraiment dire, c'est que son confort passait avant tout, et que nous autres n'existions que pour le soutenir. Plus maintenant. Je ne reviendrai pas, ça m'est égal si l'électricité est coupée ou s'il doit appeler la compagnie des eaux. Pour la première fois de sa vie, je ne suis le plan de secours de personne. Commentaire, il est parfois nécessaire de poser des limites fermes pour protéger notre santé mentale et notre paix intérieure. La famille devrait être un espace de soutien mutuel et de respect, et non un lieu où l'on se sent utilisé ou dévalorisé. Apprendre à dire non n'est pas un acte d'égoïsme, mais une profonde preuve de respect envers soi-même. Choisir de s'éloigner d'un environnement malsain demande un courage immense et représente souvent le premier pas vers la guérison. Vos efforts quotidiens et votre dévouement méritent d'être reconnus et appréciés à leur juste valeur par votre entourage. Chacun doit assumer la responsabilité de ses actes et comprendre que son propre confort ne doit jamais s'obtenir au détriment des autres. Vous avez le droit de redéfinir vos relations et de choisir de vous entourer de personnes qui cultivent votre bien-être. Je vous encourage à toujours écouter votre cœur et à ne jamais accepter d'être traité comme une simple roue de secours. Prenez soin de vous et rappelez-vous que votre tranquillité d'esprit n'a absolument pas de prix. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.